Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons traiter cet exercice qui parle en fait du théorème d'Ampère. Il s'agit d'un exercice où on va trouver le champ créé par un fil conducteur cylindrique de rayon R. Donc le théorème d'Ampère, c'est un théorème très important en magnétostatique et il faut que vous le maîtrisez parce que peu importe les examens que vous allez faire en magnétostatique en première année, ce théorème il est incontournable, il sera toujours là. Donc on va commencer par la partie A. Fil conducteur cylindrique de rayon R. Donc il s'agit de quoi? On considère un fil conducteur cylindrique donc infini, c'est un fil qui est infini, de rayon R et d'axe Z'. L'intensité du courant qui circule dans le fil est notée I. Donc déjà, schématiquement, c'est quoi? Donc nous sommes face à une distribution cylindrique. Donc je fais un petit dessin pour illustrer la situation. Donc voilà, ça disons que c'est notre cylindre. Et donc ce cylindre est parcouru, bon il est infiniment long, il est parcouru par un courant qui est noté I. Okay, donc il y a du courant I qui passe, un courant uniforme, constant. Ok, et donc l'axe de ce fil, l'énoncé, voilà, on le note Z', donc l'axe, cette droite qui passe par le milieu du cylindre est Z', comme vous le voyez. Et donc c'est ça la configuration face à laquelle nous sommes. On demande de donner l'expression du vecteur densité de courant J qui est égal à J fois UZ, uniforme dans le conducteur en fonction de R et de I. Donc, quelle est l'expression en fait du vecteur densité de courant J? Okay. En fait, on exprime le vecteur densité de courant J comme étant le rapport simplement de l'intensité du courant divisé par la surface. Lorsque le courant est constant, en fait, on prend juste l'intensité du courant divisé par la surface fois le vecteur unitaire qui donne le sens du courant. J'explique tout ceci. En fait, le vecteur U, c'est un vecteur qui va dans le sens du courant. Ici, le courant va sur l'axe Z'. Donc, le vecteur U indique le sens du courant. Donc, le vecteur U ira comme ça, en fait. Voilà, de Z' vers Z. Parce que le courant va de Z' vers Z. Donc, le vecteur U dont je parle, en fait, c'est le vecteur UZ, plus précisément. Est-ce que vous voyez? Donc, il s'agit de prendre le courant qui traverse le conducteur. Maintenant, disait par quelle surface? Je vais expliquer ça. En fait, le courant, vous devez peut-être regarder le juste comme, par exemple, on va voir de l'eau qui passe dans un robinet, bien, je sais pas trop. Donc, lorsqu'on prend une surface, vous voyez, c'est cette surface dont je parle. Le courant traverse cette surface-là. Genre, le courant vient, il traverse à un instant T donné cette surface. Le courant va traverser toute cette surface. En fait, c'est la surface que je colore en bleu. C'est ça qui est S. Donc, S, c'est ça en fait. Donc, c'est la surface de ce disque-là. On l'appelle en fait, le nom qu'on lui donne, on l'appelle la section. On l'appelle la section parce que quand vous coupez le cylindre en fait sur un plan comme ça va donner un cercle, un disque là-bas en fait. Donc quand on le coupe, voilà, on a une partie comme ça et qu'on appelle la section justement. Donc voilà. En S, c'est cette section-là. Donc l'énoncé a dit que le rayon c'est grand R. Le rayon du disque, du cylindre c'est grand R. Donc la surface S, ça devient la surface d'un disque en fait. Le rayon R. Donc qui est donné par pi fois quoi? Le rayon au carré. C'est comme ça qu'on calcule la surface d'un disque. Ce qui fait que le vecteur de densité de courant J, en fait, ça fait, donc ici, l'intensité de courant divisé par quoi? Pi R carré fois le vecteur unitaire UZ, tout simplement. Voilà, donc c'est ce qu'on pose à la première question, c'est de donner une expression de ce vecteur densité de deux courants, justement. Donc, à la question 2, on demande à l'aide des symétries et des variances de donner en un point M de coordonnées polaires R, θ, Z, la direction du champ magnétique B de M et les variables dont il dépend. Voilà, donc ici, ce que l'on se demande en fait, c'est de donner la direction. Le champ magnétique, il est dans quelle direction? Vers le haut, vers le bas, porté par UR, porté par UX. Bref, le champ magnétique a la direction en fait de quel vecteur en un point quelconque M de l'espace. Donc déjà, on va représenter le point M. Nous sommes dans une situation où vous avez votre configuration. Je reprends ce dessin-là. Donc, vous avez votre configuration ici.
et vous avez un point M quelconque dans l'espace. Ce point M, disons qu'il est ici par exemple. Donc je veux voir en, fait, en M, le champ il est comment. Okay? Donc pour simplifier, je vais juste dessiner l'axe Z', en fait. Pour simplifier le dessin, je vais faire, parce que l'énoncé veut travailler en coordonnées polaires. Quand il met M de coordonnées R, θ, Z, ouais, que sont R, que sont θ et Z? Ce sont simplement les coordonnées cylindrique du point M. Et donc, ici, on veut travailler dans un repère cylindrique. Et ce repère cylindrique, on va faire ce choix comme ça. Okay? On fait quelque chose comme cela. Et hop, en fait, il faut que j'explique le dessin que je fais. Ce axe, c'est l'axe dont je viens de parler déjà. C'est l'axe Z'. Bon, OZ. Disons, c'est l'axe, si je le prolonge, ça donne l'axe. Disons que si je le prolonge, ça va donner l'axe Z', que vous connaissez, quoi. C'est bon? Donc ça, c'est l'axe du cylindre. En réalité, le cylindre, il est ici. En réalité, le cylindre, il est là. Bon, il est là, quoi. Mais je ne vais pas le dessiner, tout simplement. Pas souci de simplification pour le moment. Donc le point M, c'est pour que vous voyez bien c'est quoi les coordonnées. Donc le point M, c'est un point de l'espace. Ce dessin, il faut le voir comme voilà, un dessin de l'espace. Hein. Ce n'est pas un dessin du plan. Vous devez vraiment voir ici l'axe OX, l'axe OY. L'axe OY, en fait, c'est comme en fait le point O, c'est comme le coin d'une chambre. Voilà, il y a l'axe OZ, okay, qui est la hauteur, l'axe OX, qui est l'une des largeurs, l'axe OY, en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir, comme le coin vraiment d'une chambre, mais le coin d'un cube, un truc comme ça. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Le point M, il faut le voir simplement comme un point qui est en suspension dans l'air, par exemple, en fait. Un point qui est quelque part dans la chambre en réalité. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va projeter ce point M au sol. On va le projeter au sol pour que vous voyez bien les scènes de coordonnées cylindriques. On projette le point M au sol, comme ça. Au sol. Donc, si je le projette au sol et j'obtiens un point ici, H par exemple. Voilà, la distance O à H, c'est la distance entre l'axe, c'est la distance entre OZ et le point M en fait. Donc, cette distance, on la note petit r. En petit r, c'est la distance OH. En réalité, OH, c'est la distance qui sépare le point M de l'axe OZ parce que je pourrais aussi reporter OH de ce côté-là pour que vous voyez bien. Je pourrais le reporter là-bas. OK? Donc, R, c'est la distance, c'est la distance entre quoi? Distance entre le point M, n'est-ce pas? Et l'axe Z', Z ou bien OZ si vous voulez. Voilà, c'est ça la distance R. Ça se retrouve encore ici. Donc, c'est la distance R dont on sépare en fait. L'angle θ dont on sépare, c'est simplement quand vous projetez le point M au sol, okay, il fait un angle avec l'axe OX. C'est cet angle qu'on appelle θ en réalité. Voilà, θ. Donc, quand je projette le point M sur le sol, j'ai un angle θ que ce point-là va faire avec l'axe OX. C'est cet angle que je note θ. Maintenant, ce qu'on appelle Z, c'est la hauteur entre le sol, le point H qui est au sol, et le point M qui est en quelque sorte dans l'air. C'est la hauteur. Donc, Z, c'est la hauteur. Donc, c'est H quoi? À M ici. C'est comme ça qu'on comprend les choses ici. Donc, maintenant, on définit trois vecteurs. UR, Uθ, UZ. Vous savez, en coordonnées cylindriques, on définit trois vecteurs. UR, Uθ, UZ. Donc, le premier, UR, je le mets comme ça. UR, c'est la radiale, en fait. On l'appelle la radiale. En fait, ça suit directement, ça part directement par M et il est orthogonal à l'axe OZ. Bon, de telle sorte qu'il y a un angle droit ici, quoi. En fait, ce vecteur-là, je pourrais encore le déposer ici. Il n'y aurait aucun souci. Je pourrais encore le déposer, c'est la même chose. Et donc, c'est le vecteur UR. Le vecteur Uθ, c'est la perpendiculaire à UR. Uθ, donc il est perpendiculaire à UR. Et je peux encore le mettre ici. Uθ. Le vecteur UZ, ça vous le savez, c'est lui qui était porté par l'axe OZ. Donc je peux encore le mettre ici. Vous voyez, de telle sorte que vous avez un trièdre direct, quoi. UR, Uθ, UZ. En fait, UR, c'est le vecteur qui donne une direction qu'on appelle la radiale. Comme Uθ est orthogonal à UR, on dit que c'est l'orthoradial. C'est le nom qu'on lui donne. Bon, ok, parfait. Maintenant, tout ça là, j'ai juste planté le décor. Maintenant, pour pouvoir trouver la direction du champ magnétique, on utilise en fait la notion de plan de symétrie et de plan d'antisymétrie. Donc, en quoi ça consiste? C'est très simple. Un plan de symétrie, vous avez en mathématiques, un plan de symétrie, c'est un plan qui va couper en deux parties qui ont la même forme en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc, si je dessine par exemple un pot qui est comme ça, bon, je ne suis pas un dessinateur, mais bon, on va accepter mon truc là. Donc, un plan qui est comme ça serait un plan de symétrie, par exemple. Mais un plan qui est comme ça n'est pas un plan de symétrie, clairement. Donc, c'est juste ça, en fait, pour le moment, en tout cas.
Bon, c'est beaucoup plus que ça, mais pour le moment, prenons ça comme ça. Donc, un plan de symétrie ici. Notez bien que le cylindre, en fait, vient. Comment est-ce que le cylindre se plante dans ce décor? Le cylindre, comme je l'expliquais, il se plante dans ce décor comme ça. Donc, en fait, c'est comme s'il y a, voilà, comme ça. Et puis, voilà, le cylindre se plante dans ce décor comme quelque chose de ce genre. Ok? Donc, il y a un truc comme ça, un truc comme ça. C'est comme ça que le cylindre se plante dans le décor. Donc, je dis en fait que quand vous prenez le plan qui est en jaune sur la figure ici, genre le plan, ce plan jaune là, en réalité, c'est un plan qui va passer par l'axe du cylindre, qui est l'axe Z'. En fait, ce plan coupe le cylindre en deux parties. Il le coupe en quelque sorte d'une façon transversale, en fait. Il le coupe en deux parties symétriques. Il y aura deux tranches. C'est-à-dire qu'il va le couper en une partie du cylindre qui sera comme ça. Il y a l'autre partie, en fait, qui sera de l'autre côté. Qui sera, je ne sais pas si vous voyez l'idée. Il va le couper en deux parties, en fait. Ce plan-là, il vient. C'est comme c'est le plan qui est au milieu, comme ça. Il le coupe en deux. Ce plan jaune-là, il coupe le cylindre bleu en deux parties. Ils sont symétriques. C'est ça, on dit que c'est un plan de symétrie, en fait. Donc, je vais dire en gros que le plan jaune, ouais, le plan jaune, c'est le plan qui est caractérisé par quoi? Vous voyez que le plan, il passe par quel point déjà? Par ce point, n'est-ce pas? Maintenant, il est dirigé par quel vecteur? Il y a le vecteur UR dedans. Il y a aussi quel vecteur? Le vecteur UZ. Le vecteur US, parce que le vecteur US, c'est ça. C'est tout ça là qui donne la radiale UR. Le vecteur UZ, c'est tout ça là. Je veux dire que le plan que j'ai dessiné passe par UR, par UZ et par M. Donc le nom qu'on lui donne, c'est quoi? On va dire que c'est le plan M, UR, c'est ça, et UZ. On dit que c'est un plan quoi? C'est un plan de symétrie. On dit que c'est un plan de symétrie de la distribution de courant. C'est un plan de symétrie de la distribution de courant. Voilà. Et qu'est-ce que nous savons par rapport au plan de symétrie? C'est que lorsqu'un point M est dans le plan, dans un plan de symétrie, le champ est orthogonal au plan tout simplement. Donc ici, le champ, comme M est dans le plan, vous voyez que M il est dedans, c'est lui ça. Donc je peux dire que le champ est orthogonal au plan M, UR et quoi? UZ. Mais, donc vous devez vous poser la question, quel est le vecteur qui est à la fois orthogonal à UR et à UZ? La réponse vient indirectement, en fait, puisque le vecteur qui est à la fois orthogonal à UR, UZ, c'est le troisième vecteur, en fait, qui est Uθ. Parce que la base, ici, c'est la base UR, θ, UZ. Donc, on peut donc dire que le champ est donc porté par quoi? Le champ à la direction de quoi alors? À la direction de quel vecteur? Du vecteur U θ. En gros, on dit que le champ est orthoradial, tout simplement. Maintenant, bon, pour savoir s'il a le sens de Uθ ou pas, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc, pour savoir s'il a le sens de Uθ ou pas, là, vous appliquez la règle du tire-bouchon. OK? Donc, vous voyez votre dessin. Vous voyez bien votre dessin. Vous imaginez que le courant passe comme ça. OK? Donc, vous imaginez en fait qu'il y a une bouteille. Vous dessinez en fait une bouteille d'eau. OK? Je ne suis pas un bon dessinateur, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est une bouteille par exemple, que vous placez en fait dans le centre du cylindre. Maintenant, le courant est en train de monter. Vous imaginez que le bouchon monte. Le bouchon monte. Donc, je dois tourner en fait le bouchon comment? Soit je le tourne dans ce sens, ou bien soit je le tourne dans ce sens. Dans l'autre sens en fait. Mais quel sens me permet en fait de faire monter le bouchon? C'est l'autre sens en fait. C'est le premier. Donc, il faut que je tourne dans ce sens en fait. Et vous voyez. Donc, quand je tourne dans ce sens, arrivé en M, vous voyez que quand je tourne dans ce sens, arrivé en M, je vais dans le sens de Uθ. Vous voyez. Parce que Uθ, il est comme ça. Donc, je vais dans le sens de Uθ. Si je tournais dans l'autre sens, j'irais dans le sens contraire de Uθ. C'est pour ça que le champ, en fait, ici, a le sens de quoi? De Uθ. Parce qu'en tournant, je vais dans le sens de Uθ. Donc, la règle du tire-bouchon indique bien que c'est le sens de Uθ qu'il faut prendre. Donc, la règle du tire-bouchon, la règle, en fait, du tire-bouchon, ça implique que le champ a le sens même de Uθ. A le sens de Uθ. Donc, ce n'est pas porté par mon Uθ, mais par Uθ. Ce qui fait qu'au final, vous écrivez que le champ en M, en fait, ça fait B. Bon, c'est en fonction, c'est vrai, de R, θ, Z. Tout ça, c'est pour dire que c'est en fonction de R, θ, Z. Mais c'est porté par quoi? Par U, θ. Donc, ça me donne en fait la direction du champ magnétique. Le champ est orthoradial. Très important. Vous devez savoir que le champ créé par un cylindre est orthoradial. Very good. Maintenant, dans l'expression à l'aide des symétries et des variances, on est un point. Bon, voilà. Donc, déjà, ce que j'ai utilisé, c'est quoi? J'ai utilisé les symétries. Voilà. Mais il a parlé de deux choses. Il a parlé des symétries, mais aussi des invariances. Donc, on va aussi parler des invariances. Okay?
Donc, je vais vous montrer en fait à quoi sert l'invariance et comment on l'utilise en fait voilà, dans les calculs de champ magnétique. Donc ici, la question est, on dit que le champ dépend de R, de θ et Z au final, mais peut-être que le champ ne dépend pas de R, peut-être que le champ ne dépend pas de θ, peut-être qu'il y a des variables en fait qui ne sont pas utiles ici. Donc les invariances nous permettent d'éliminer en quelque sorte des variables qui sont inutiles. J'explique cela. Quand vous prenez un cylindre, ok, un cylindre, bon, je vais dessiner juste le cercle, pas encore grave pour le moment. Voilà. Ou bien soit je dessine un cercle pour le moment pour vous expliquer juste. Imaginez que ceci soit un aimant. C'est un aimant en fait qui fait donc en un point M un champ magnétique. Donc si vous placez ici une aiguille aimantée, l'aimant, vous savez, ça va soit attirer l'aiguille, soit la repousser. Okay? Bref, l'aimant circulaire qui est ici exerce une certaine force magnétique, il y a un certain champ magnétique sur le point M. Maintenant, est-ce que ce champ magnétique change quand je bouge? Est-ce que ce champ magnétique change quand je tourne le fil? Quand je tourne l'aimant plutôt, selon en tournant l'aimant comme ça, de façon rotative. Est-ce que la force exercée en M va changer? Non. Parce que, regardez, absolument rien n'a changé en fait. Absolument rien n'a changé. Donc, on va dire qu'il y a invariance par rotation. On va dire que le champ magnétique ne change pas en fait. Qu'on tourne en fait ce cercle autour du point O. Ouais. Donc, si cela veut simplement dire en fait que si vous placez un point M ici, une autre explication c'est que si vous placez un autre point qui est à la même distance, ok, à la même distance. Donc, si c'est grand R, à la même distance grand R, ok. Mais sauf que c'est l'angle qui a changé, on a dépassé l'angle d'état. Le champ exercé en ce point et le champ exercé en ce point sont strictement les mêmes. On dira qu'il y a une variance par rotation de l'angle d'état et donc le champ ne dépend pas de l'angle d'état. Ok, donc on va éliminer d'état. En fait, c'est la même chose pour le cylindre ici. Cette explication que je donne, c'est ce qu'on retrouve en fait dans le cas du cylindre. Parce que quand vous prenez le cylindre, en fait, que le point M est ici, ok, l'angle θ, comme je vous l'expliquais, c'est juste l'angle qui est entre l'axe là et le point M. Genre, en fait, le point M peut être, je peux translater le point M, faire une rotation et le déposer ici, ou bien le déposer là, déposer. Ça, c'est faire des rotations en fait. Mais le champ ne dépend pas de cette rotation. Donc, il faut dire que, voilà, comme pour une solution cylindrique, il y a invariance par rotation, donc θ. Donc, il y a invariance. On dira que la distribution de courant, voilà, donc la distribution de courant, donc est invariant par quoi? Est invariant tout simplement par rotation d'angle θ. Voilà. Donc ça c'est la première chose à faire, par rotation d'angle θ. Ça c'est la première chose à faire. Ok. Donc le champ ne dépend pas de quoi? Donc ça implique que le champ B ne dépend pas de θ. Donc ce champ ne dépend pas de l'angle θ. Ça c'est la première chose que j'affirme. Maintenant deuxième chose, la distribution ici aussi, on va voir qu'elle est invariante par translation. Pourquoi par translation? J'explique. Quand vous prenez, imaginez toujours l'exemple de l'aimant, mais l'aimant n'est plus circulaire, mais un aimant qui est en fait en ligne droite comme ça. Clairement, si vous déposez un point qui est ici, ok, et un point qui est à la même distance, hein, exactement à la même distance, mais un peu plus bas, clairement, l'aimant exercera une force magnétique plus forte sur le point ici que sur le point ici, clairement. Ok. Mais si vous imaginez que ce aimant-là, en fait, il est très long, je veux dire, s'il est très long, s'il est infiniment long, il n'y aura aucune différence entre le champ ici et le champ ici. Parce que, bon, le fil est tellement long qu'il n'y a pas la distance, en fait, qui sépare ceci de ça, est négligeable, en fait, par rapport à la longueur du fil. Donc, c'est comme si les points étaient, tous les points étaient très proches, en fait. Et donc, ça ne change rien. Donc, je veux dire que si vous avez un fil infiniment long, le champ ne dépend pas de la hauteur auquel on place le point M, en fait. Voilà. Et c'est ça, en fait. Si l'énoncé n'avait pas dit ici que le fil est infiniment long, vous ne pourriez pas dire que le champ ne dépend pas de la hauteur. C'est parce qu'on a dit que le cylindre est infiniment long. Donc, c'est ce qu'il faut dire, en fait, ici. Comme le cylindre est infiniment long, okay, comme le cylindre, voilà, donc das quoi? Là, c'est Z prime Z. Là, Z prime Z. Infiniment long. Infiniment long. Voilà. Donc, le champ en M, bon, on va dire que bon, il y a invariance, on dit qu'il y a invariance par translation. C'est ce qu'on dit. Il y a invariance par translation. Donc ça, c'est la deuxième invariance. Il y a invariance par translation. Deux directions Z prime Z quoi. Par translation, deux directions, on
tout cas d'un vecteur qui a une direction de, voilà, de là à z'. Et donc le champ en M ne dépend pas de quoi? P de M ne dépend pas de Z. Voilà, donc le champ ne dépend pas de Z. C'est pour ça que finalement, le champ en fait qui dépendait, on croyait qu'il dépendait de R, θ, Z. En réalité, ça ne dépend que puisque le champ ne dépend pas de θ ni de Z, au final, il ne dépend que de R. Ok, donc finalement, ce qu'il faut écrire pour cette étape, c'est simplement que le champ, voilà, P en M, voilà, ça fait seulement une dépendance de R fois le vecteur du θ. Voilà, donc c'est ça qu'il faut savoir en fait. Le champ créé par une section cylindrique est comme ça. Ok. Donc, à la question 3 maintenant, on demande d'énoncer le théorème d'Ampère et de l'utiliser pour déterminer le champ magnétique créé par ce fil en tout point M de l'espace distant de R de l'axe du fil. On verra les cas où le point M en fait à l'intérieur et les cas où le point M est à l'extérieur. Bref, ici on veut juste utiliser le théorème d'Ampère pour calculer le champ magnétique créé par un fil cylindrique en tout point M de l'espace. Ok, c'est simplement ça. Donc, un aperçu sur le théorème d'Ampère. Okay? Je ne vais pas écrire l'énoncé en tout point, mais je vais essayer de l'expliquer. Donc, le théorème d'Ampère dit que quand vous avez une distribution de courant, donc le travail du champ magnétique, le travail, on l'appelle la circulation aussi. Donc, la circulation du champ magnétique, dans la circulation de B, en fait, la circulation, en fait, qui est la circulation sous forme mathématique, c'est un travail. En fait, c'est comme l'idée de la circulation, c'est comme en fait un point se déplace le long d'un contour et surtout le contour en fait il subit un champ magnétique. Voilà. Donc c'est comme en fait l'idée de force en fait. L'idée de force qu'elles sont faites, c'est comme si vous déplacez un point M d'un point A à un point B. Vous le déplacez d'un point A à un point B. Le point M se déplace. Et puis, quand vous le déplacez de A à B, vous lui appliquez une force, parce que le point ne se déplace pas tout seul. Vous lui appliquez une force, en fait. Vous le traînez de A vers B. Ce qu'on appelle le travail, c'est en quelque sorte l'énergie que vous avez fournie, en fait. C'est ça qu'on appelle le travail. L'énergie que vous avez fournie, en fait, pour déplacer le point M de A vers B. Et cette énergie, c'est la force fois le déplacement. Okay? Plus le déplacement est long, plus il dépasse de l'énergie. Donc, le travail de la force, en fait, c'est la force, on nous écrit en fait que, bon, le travail élémentaire, c'est la force scalaire, le déplacement élémentaire. Ça, c'est le travail sur un déplacement dl, genre un très petit court espace de temps. Donc, le travail total, c'est la somme de ces travaux-là. C'est la somme, quoi, qui est traduite ici par une intégrale. En fait, ici, on parle de travail quand il s'agit de force, ok? Parce que, bon, avec une force, quand je dépense de la force, en fait, je déplace un point M sur une courbe, je dépense en fait de l'énergie, on parle du travail, le travail que j'ai fait. Mais le champ magnétique, comme ce n'est pas proprement dit une force, en fait, on utilise un autre mot pour ça. Et sinon, c'est la même notion, on l'appelle plutôt circulation. Donc, ce que le théorème d'Ampère dit, c'est que la circulation de B, donc en gros le travail de B, voilà, qui est donné donc par l'intégrale de B scalaire dl. Donc, c'est comme on déplace en fait un point sur un contour. Donc, la circulation de B, qui est ça? Donc, ce travail en fait de B, voilà, sur un contour fermé, voilà, le long d'un contour fermé. Donc, la circulation le long d'un contour. Donc, ici, il impose que le contour doit être fermé. J'explique cette idée le long d'un contour fermé. C'est quoi le contour fermé ici? C'est juste pour dire que on ne calcule pas la circulation sur un contour ouvert. Ça, c'est un contour qui est ouvert parce que les deux points ne sont pas reliés. Donc, le long d'un contour qui est fermé. Quand je parle de A, je relie en A. Et le long d'un contour fermé est simplement mu0 fois voilà, I à l'intérieur du contour. Ce qu'on entend par I intérieur, c'est juste que voilà, il faut voir en fait votre contour comme il est fermé. Voilà, donc il peut y avoir du courant qui passe à l'intérieur ou pas. Donc s'il y a un courant qui rentre à l'intérieur du contour, qui est I, là c'est mu0 fois. En fait, on fait tous les courants qui sont à l'intérieur. Bon, c'est ça l'idée en fait du théorème d'Ampère. Donc ici, on va l'appliquer. Donc pour appliquer le théorème d'Ampère, le théorème d'Ampère, on l'applique sur un contour. Ok, circulation du B qui est, on l'applique sur un contour. Le contour là, l'énoncé ne va pas vous donner ce contour. C'est à vous de faire ce choix. Ok, donc il faut faire, le problème se pose, comment je choisis le contour? Choix du contour. L'énoncé ne vous donne pas le choix qu'il vous fait, c'est à vous de choisir, voilà, de faire un choix en fait. Mais le choix là n'est pas difficile à faire du moment où on sait que le champ est orthoradial. Parce que si je reprends le dessin, ok, de notre cas de figure, de notre cylindre. Donc nous avons notre cylindre comme ça. Okay? Donc ça c'est notre fameux, notre joli cylindre. Voilà.
Donc, notre cylindre, il est là. Parfait. Et donc, ici, on a un point M de l'espace. Je sais que le champ est orthoradial. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je prends l'axe comme ça, et quand je prends la radiale, je vais un peu rapprocher mon point M pour que vous le voyez mieux. Donc, si je rapproche le point M ici, si le point M est là, donc si je trace la radiale, donc la radiale c'est la perpendiculaire au fil, le champ lui il est comme ça. Donc quand vous prenez un autre point M ici, je suppose que je fais une rotation. Si je fais une certaine rotation, je mets le point M par exemple ici. Donc je trace la radiale, le champ est orthoradial. Si le point M était plutôt ici, je trace la radiale, le champ est... Vous allez remarquer que le champ forme en fait une sorte de cercle en fait, autour de truc là, autour de l'axe. Donc en fait, on a envie de dessiner un cercle qui est comme ça en fait. On a envie de dessiner un cercle comme ça. Est-ce que vous voyez l'idée? C'est un cercle en fait qui va épouser la forme des champs magnétiques en fait sur tout le contour. Donc c'est le contour d'ampère qu'on va choisir ça. On choisit donc ce contour d'ampère. Ce contour d'ampère permet de calculer très facilement la circulation. Voilà, parce que sur ce contour, donc contour, on m'a dit que c'est un cercle passant par M évidemment, un cercle passant par le point M, passant par M, d'axe quoi, d'axe Z', quoi. L'axe du cercle c'est Z', d'axe Z'. Donc si je fais ce choix, l'intérêt c'est que la circulation sur ce contour, donc avec l'intégral de B scalaire dl, ce qu'on appelle dl c'est un déplacement élémentaire, c'est un vecteur de déplacement élémentaire. Donc dl ici par exemple c'est comme ça quoi. Mais la chose est que si vous faites ce choix là, dl et le champ seront dans le même sens en fait. Ils seront collinéaires, je peux dire ça. Voilà, avec le champ, je vais augmenter mon contour comme ça, dans ce sens. Vous voyez que avec le choix que j'ai fait, le champ magnétique B et le déplacement en fait ne forment aucun angle. L'angle entre les deux c'est 0. Voilà, mais si j'avais choisi un contour bizarre, l'angle ne serait pas nul. Donc déjà l'angle est nul, c'est déjà un gain. Donc je vais dire que c'est l'intégrale de B fois dl, plus B scalaire dl. Plus B et dl sont colliés dans le même sens sur mon dessin. Donc je vais mettre B dl. On peut dire que B ne dépend que de R, je vais mettre B de R dl. Maintenant, sur ce cercle, le rayon est constant. Vous savez, ici, si c'est R, ici aussi c'est R. Parce qu'on est sur un cercle. Donc, comme le rayon est constant, le champ il est constant en fait. Voilà. Donc, ça veut dire que B de R peut sortir. Donc, B de R sort de l'intérieur parce qu'il est constant en fait. R est constant. Car R est constante. R est constante sur le cercle, quoi. Sur le cercle. Maintenant, intégrale de dl. En fait, dl, comment on le comprend? C'est juste une petite longueur élémentaire. Donc, dl, on comprend dl comme une longueur élémentaire, en fait, de mon cercle. Donc, l'intégrale de dl, c'est la somme de toutes ces longueurs élémentaires. Ça donne le périmètre total. Donc, c'est le périmètre d'un cercle de rayon petit r. Donc, le périmètre d'un cercle de rayon petit r, c'est quoi? C'est 2π fois le rayon. Donc, ça, c'est l'expression de la circulation. Voilà, dans notre cas de figure. Maintenant, le reste, c'est d'appliquer le théorème d'Ampère. Donc, le théorème d'Ampère dit simplement que la circulation que je viens de calculer, ça fait mu0 fois quoi? Le courant à l'intérieur du contour. Donc, je vais tirer, donc, comme la circulation, j'ai écrit que ça fait B de R fois 2πr. J'écris que B de R fois 2πr égale à mu0 fois le courant à l'intérieur du contour. Donc, je peux donc tirer B de R. Donc, B de R est égal à quoi? Mu0 fois le courant à l'intérieur du contour divisé par 2π fois le rayon. Oui. Maintenant, c'est quoi? Comment calculer le courant à l'intérieur? C'est ça seulement qui vous reste. Puisque je essayer de calculer le champ. Si je connais le courant à l'intérieur, je pourrais jouer. Donc, c'est là qu'il faut faire des discussions pour pouvoir calculer ce courant à l'intérieur. Donc, quelques discussions. Dans le cas où R est supérieur à grand R, j'explique ça. En fait, votre cylindre, son rayon, c'est grand R plutôt, excusez-moi. Donc, le rayon de votre cylindre, c'est grand R. Donc, disons que ça, c'est notre cylindre. Son rayon, c'est grand R. Ça veut dire que de là à là, c'est grand R. Donc, si le petit r dépasse grand R, c'est que le point M, petit r, c'est la distance entre l'axe et le point M. Donc, on est dans ce cas, en fait. Petit r, c'est la distance là. Donc, ça dépasse grand R. Dans ce cas, votre contour d'ampère, il englobe tout le cercle comme ça. Vous voyez? Donc, vous allez voir qu'à travers la surface de votre contour d'ampère, tout le courant passe. Parce qu'il n'y a pas de... Regardez, tout le courant qui est dans le cylindre va passer en réalité par dans le contour, en fait. Il n'y a aucun courant, genre il n'y a pas de courant ici, il n'y a pas de courant ici en réalité. Donc, il n'y a pas de courant à l'extérieur du contour. Tous les courants en fait traversent ce contour-là. Donc, c'est tout I, donc tout le courant I, tout I traverse le contour. Le contour, je vais l'appeler C. On traverse le contour que je note C. Est-ce que vous voyez? Dans ce cas, I intérieur est exactement égal à quoi? Est égal à I.
Ce qui fait que la formule du champ magnétique, dans le cas où le petit r dépasse grand R, c'est simplement, d'après ce que j'ai écrit, donc mu0, I, le I intérieur, c'est simplement I divisé par 2 pi fois le rayon petit r. Ok, dans ce cas de figure, c'est le cas le plus simple. Maintenant, si petit r est inférieur à grand R, si par contre petit r est inférieur à grand R, là, vous allez voir qu'il y a une petite différence. Donc, votre cylindre, il est comme ça. Ok, hop, parfait. On va un peu l'agrandir pour que vous voyez mieux. Voilà, parfait. Donc, vous avez quelque chose comme ça. Et cette fois-ci, comme le rayon, c'est grand R, c'est comme ça. Alors, le petit m, il est à l'intérieur, puisque le petit r est inférieur à grand R. Dans ce genre de figure, vous voyez que le contour, bon, comme le contour d'ampère il passait par le point M, en fait, le contour d'ampère maintenant il est comme ça, puisque le point M il est à l'intérieur du contour. Donc, vous voyez qu'il y a des courants qui ne passent pas tout le courant du cylindre qui traverse ce contour, parce qu'il y a des courants qui seront à l'extérieur du contour. Donc, seulement une partie va passer par ici. Ce n'est pas tout grand I. Dans ce cas, on se dit, ok, le raison c'est celui-là. On va dire que, je vais faire un dessin beaucoup plus parlant. Donc, on va dire que, vous voyez, à travers le contour d'ampère, le courant qui passe, on va l'appeler I intérieur. Ça, c'est le courant qui passe. Ça, c'est le contour d'ampère en réalité. Le contour d'ampère, c'est celui-là. Donc, il y a un courant qui traverse cette surface. Donc, on va dire que pour la surface jaune, il y a un courant qui passe. C'est ça qu'on va appeler I intérieur. Maintenant, sur toute la surface, celle qui est bleue, genre toute cette surface bleue, vous voyez, donc le courant qui passe, c'est ça qui est quoi? Le I. Vous faites juste une règle de proportionnalité. En fait, la surface jaune, son rayon, c'est quoi? C'est ça qui est le petit r en réalité. C'est ça, celui-là, c'est petit r. Donc, on va dire que c'est la surface de rayon petit r. Pour le bleu, c'est la surface de rayon quoi? Grand R, si vous voyez bien. Donc, on va faire juste une règle de proportionnalité. On va dire que, ok, si pour la surface de rayon petit r, le courant c'est I intérieur, et que pour la surface de rayon grand R, le courant c'est I, que fait I intérieur? Je fais une proportionnalité parce que le courant est proportionnel à la surface. Plus la surface est grande, plus le courant sera grand en réalité. Donc, avec ça, vous tirez le courant intérieur en faisant, voilà, c'était quoi? En fait, ceci fois ceci, on va faire ceci fois ceci, quoi. Donc, I intérieur fois la surface, je sais pas trop, hein. Et ça fait quoi? I fois la surface de rayon petit r, quoi. Donc, vous tirez votre I intérieur qui fait quoi alors? I fois SR sur quoi? S grand R. Et dans la surface, vous avez, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais la surface, on dit c'est pi fois le rayon carré. Donc, ici, ça fait I fois pi fois le rayon petit r au carré. Ici, pi fois le rayon grand R au carré. Pour simplifier, vous avez donc le courant intérieur, I intérieur, en fait, qui n'est tout égal qu'à, on simplifie les pi, donc vous avez I petit r carré sur grand R carré. Et une fois que vous avez I intérieur, vous venez remplacer simplement dans l'expression qui a été obtenue pour le champ magnétique B de R. Je le rappelle, c'était B de R était égal à quoi? Mu 0, I intérieur, sur 2 pi R. Donc, je reviens à cette expression-là de B de R, ok, qui fait mu 0 I intérieur sur 2 pi R. Et qu'est-ce que je fais? Je remplace. Donc, ça fait mu 0 sur 2 pi fois le rayon. Dans le I intérieur que je viens de trouver, mu 0 sur 2 pi R, le I intérieur que je viens de trouver, c'est grand I, R carré sur. On met I, petit r carré sur quoi? Grand R carré. Déjà, il y a une simplification, puisqu'il y a un R carré ici, un petit r ici. Donc, pour simplifier, vous aurez donc le champ magnétique B de R, qui est donc égal à mu 0 I R sur 2 pi, voilà, fois quoi? 30 R carré. Donc, en récapitulatif, on écrit que donc, le champ magnétique B, okay, en M est donné par, donc la première expression qu'on avait obtenue, c'était mu 0 I sur 2 pi R seulement, porté par U-θ. Donc, si petit r est supérieur à grand R, la seconde expression qu'on vient de trouver, c'est mu 0 I petit r sur quoi? 2 pi fois le rayon au carré fois U-θ si quoi? Petit r est inférieur à grand R. Vous avez donc dans ce, voilà, vous avez à la fin donc de cette partie-là de l'exercice, le champ magnétique créé par un cylindre en un point M, dépendamment du fait qu'il est à l'intérieur du cylindre ou à l'extérieur du cylindre. Vous voyez? Donc, ce n'était pas si difficile que ça. C'est une application typique du théorème d'Ampère et c'est ce dont parle la partie A. Okay? La partie B, c'est une application de ce qu'on a fait tout de suite et je le ferai dans une autre vidéo. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.